Bonjour et bienvenue dans la suite de cette semaine de la libération émotionnelle. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de notre héritage génétique en vous expliquant que nous ne portons pas seulement nos propres valises, mais aussi celles de nos aïeux. Nous allons voir dans cette vidéo de quoi il en retourne. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression « nous sommes nos gènes », c'est-à-dire que chaque individu a des caractéristiques qui proviennent des gènes hérités de sa mère et des gènes hérités de son père et d'un mélange de ces gènes. Pour certaines personnes, c'est vraiment criant, d'où l'expression « tel père, tel fils », c'est copie conforme. Mais en réalité, il est fort possible que les caractéristiques du fils soient complètement différentes de celles du père parce qu'en fait, nous sommes beaucoup plus que nos gènes. Et chaque organisme, ses fonctions physiologiques, ses fonctions comportementales, la susceptibilité aux maladies, la longévité, sont largement influencées par les facteurs environnementaux. Ce domaine d'études scientifiques a été baptisé épigénétique. Épi signifie au-dessus de, donc ce qu'il y a au-dessus de la génétique. Cette branche de la génétique est en plein essor et elle s'intéresse à l'ensemble des facteurs qui agissent et régulent nos gènes. J'ai eu le plaisir de participer à la rédaction d'un ouvrage sur le sujet avec la professeure Isabelle Monsuy, qui dirige un laboratoire de recherche sur ce qu'on appelle l'héritabilité épigénétique, c'est-à-dire la transmission de génération en génération de l'épigénome, c'est-à-dire la transmission des facteurs pouvant inhiber ou au contraire exprimer certains gènes qui font partie de chaque individu. Pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que seul l'ADN gouvernait notre destin biologique, que nous étions simplement le fruit d'un code génétique figé, transmis immuablement d'une génération à l'autre et indépendant de toute influence extérieure de tous les événements de la vie. Selon cette approche, tout serait donc dans nos gènes. Il y aurait en quelque sorte une fatalité génétique. Mais les découvertes récentes soulignent que le matériel génétique est beaucoup plus complexe et qu'il contient plus d'informations que celles inscrites dans les gènes. C'est la différence qui existe entre la génétique, les gènes, et l'épigénétique, ce qu'il y a autour des gènes. Cette approche récente remet donc en question ce qu'on a appelé le dogme central de la génétique qui prévaut depuis très longtemps. Avant de définir de manière plus précise ce concept d'épigénétique, il est important de comprendre dans un premier temps comment la génétique a elle-même constitué en son temps une fabuleuse révolution. Comment elle a permis de faire avancer de manière extraordinaire la connaissance du vivant. La génétique s'est formée sur la base d'une série de découvertes scientifiques successives, et notamment la découverte des chromosomes comme support de l'information génétique, puis celle de l'ADN, et enfin le séquençage complet du génome, son décryptage en quelque sorte. Ce qui est l'un des plus importants projets de recherche de ces 100 dernières années. Mais malgré ces nombreuses avancées, des questions sont restées en suspens, ouvrant la voie à une autre approche qui est celle de l'épigénétique. L'une des plus grandes avancées qui nous est due par un chercheur du nom de Gregor Mendel est d'avoir démontré que ce ne sont pas les caractères eux-mêmes qui sont transmis, mais des facteurs, ce que le généticien danois Johansen appellera en 1909 des gènes. Autre découverte capitale de Mendel, les caractères héréditaires des êtres vivants sont gouvernés par une double commande et qu'une seule de ces commandes est transmise par chaque parent à son descendant. Un autre grand pas est franchi au début des années 1950 avec la découverte de la structure et de la formation de l'ADN. En avril 1953, l'Américain James Watson et le Britannique Francis Crick annonce avoir mis en évidence la structure en double hélice de la molécule de l'ADN. Il s'agit alors d'une avancée majeure car l'ADN représente effectivement la clé de voûte de l'architecture du vivant, un préalable indispensable pour avancer dans sa connaissance. C'est lui, l'ADN, qui abrite le code génétique
qui commande la synthèse des protéines. Cette découverte est fondamentale car elle permet de comprendre de quelle manière cette molécule contient l'information, mais aussi de quelle manière elle la transmet. Dans les années 1990, le projet Génome humain se donne pour mission d'établir le séquençage complet de l'ADN du génome humain. À l'époque, même si les scientifiques savent que ce n'est qu'un point de départ, il faudra ensuite apprendre à décrypter et à interpréter toutes ces informations, les espoirs sont immenses. Imaginez un peu. Si l'on sait quels sont les gènes de l'obésité, c'est ce qu'on se dit à l'époque, du cancer ou encore de l'asthme, il sera donc possible d'éradiquer définitivement ces maladies en agissant sur ces gènes spécifiques. L'achèvement de ce projet du génome humain est annoncé le 14 avril 2003. Cette carte presque complète du génome humain constitue la première ébauche du grand livre de la vie humaine. Mais les chercheurs restent abasourdis par les résultats. Alors qu'on estimait le génome à 100 000 gènes, il ne comporte qu'environ 25 000 gènes, 4 fois moins que prévu. De plus, seul 1,5 à 2% sert à fabriquer effectivement des protéines, pas plus. De nombreuses questions portent alors sur le reste de l'ADN, que l'on appelle à l'époque l'ADN poubelle. En 2003, un autre projet est lancé dans la foulée du précédent qui vise notamment à mettre en lumière le rôle de ce fameux ADN poubelle. Selon les premiers résultats de ce projet, en prenant en compte cet ADN, on peut affirmer que 80% de l'ADN est utile. Les biologistes savaient déjà que la transcription de certaines séquences d'ADN en ARN ne débouchait pas sur la production de protéines, mais ils ne savaient pas que ce phénomène était aussi massif. Alors, à quoi sert ce phénomène ? Il pourrait jouer un rôle central de régulation de l'expression des gènes. Il est maintenant reconnu que les facteurs non génétiques, c'est-à-dire les facteurs qui modifient l'activité des gènes sans modifier la séquence d'ADN et qui sont sensibles à l'environnement, contribuent à la définition de qui nous sommes. L'expression des gènes est dès la période prénatale et tout au long de la vie influencée par des facteurs externes, par l'environnement au sens large. Cette influence permanente a des conséquences sur le développement et le comportement de chaque individu. L'épigénétique est le mécanisme qui permet d'allumer ou d'éteindre les gènes, de faire en sorte qu'ils s'expriment ou non. Il n'y a pas d'opposition, mais une interdépendance permanente. Pour bien comprendre comment fonctionne cette interaction, prenons l'exemple de l'abeille. Une colonie d'abeilles est composée de dizaines de milliers d'ouvrières et d'une seule reine. Elle est physiquement très différente des autres. Sa silhouette est beaucoup plus longue, son thorax est un peu plus large. Elle a aussi la particularité d'être fertile. C'est la seule de la ruche à pondre. Et d'ailleurs, sa seule mission dans la colonie, c'est de pondre. Et pourtant, au départ, c'est une larve comme les autres. Le génome des larves d'ouvrières et des larves de reines est strictement identique. Il n'y a aucune différence génétique, elles ont toutes le même ADN. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une larve, un jour, sort du lot pour devenir une reine ? Ce mystère a fasciné les scientifiques jusque dans les années 1950. À cette époque, on a ainsi découvert que ce qui fait la différence entre la reine et les ouvrières, c'était son mode d'alimentation. À leur naissance, toutes les larves mangent de la gelée royale pendant 3 jours. Ensuite, cette gelée royale est progressivement mélangée avec du miel et du pollen. Sauf pour la future reine qui, elle, continue à manger de la gelée royale. Au bout de 2 semaines environ, la reine est prête à sortir de sa larve, alors qu'il en faudra 3 pour les ouvrières. Ce simple changement d'alimentation explique donc les changements qui vont s'opérer chez la reine. La même chose se produit chez les vrais jumeaux humains. Ils ont au départ exactement le même génome, mais au fil du temps, sous l'effet de leurs conditions et de leur choix de vie, ils développent des différences notables qui pourront avoir un effet sur leurs caractères physiques ou comportementaux. Ainsi, le bagage épigénétique de chaque individu ne cesse de varier
en fonction de nombreux facteurs. Les facteurs environnementaux bien sûr, mais aussi l'âge ou encore le génotype, car dans de nombreuses molécules, protéines codées par le génome lui-même sont nécessaires pour réguler cet épigénome. Sans oublier l'influence de l'épigénome parental. Ce sont donc les interactions entre le génome et l'épigénome qui définissent l'équilibre physiologique d'un organisme. Si ces interactions sont perturbées, cela peut conduire à la maladie. Quels sont les facteurs qui nous influencent tout au long de notre vie et qui participent à la définition de qui nous sommes? Ils sont très nombreux. Ce que nous mangeons, le lieu dans lequel nous avons grandi et éventuellement les polluants auxquels nous avons été exposés, mais aussi notre style de vie, tout cela influence notre épigénome. Les produits toxiques de toutes sortes que nous prenons tout au long de notre vie ont également une influence importante et indéniable. Le tabac, l'alcool, les drogues, les médicaments, pris très tôt dans la vie ou de manière excessive, ils ont une influence certaine sur le génome. L'hygiène de vie, bien sûr, est également un facteur très important. L'alimentation, si on mange bio ou pas bio, l'activité physique, mais aussi par exemple la qualité du sommeil, la quantité du sommeil. Tout ça joue un rôle clé très tôt dans la vie et puis tout au long de l'existence. Les expériences vécues, le stress, les traumatismes précoces pendant l'enfance ont également une influence énorme sur la façon dont notre génome va être lu. En plus des facteurs environnementaux extérieurs, comme les pesticides, l'alimentation, les facteurs intérieurs, c'est-à-dire les aspects émotionnels et psychologiques précoces dont je vous parlais, qui vont intervenir très très tôt dans la vie, sont vraiment très importants. En psychologie clinique, on sait depuis longtemps que le lien maternel et l'environnement social du jeune enfant, du bébé, influencent très largement son équilibre émotionnel et psychologique tout au long de sa vie. Et que si cet équilibre est perturbé par des traumatismes, des stress chroniques, par de la violence physique, ou sexuelle ou verbale, par des abandons, le risque de maladie grave à l'âge adulte est beaucoup plus important. On va retrouver troubles psychiatriques, de la dépression, anxiété, schizophrénie, addiction. Cela peut même, dans certains cas, amener au suicide pendant l'enfance ou l'adolescence ou encore à l'âge adulte. Les émotions que nous ressentons au fil du temps jouent donc un rôle similaire à celui de l'alimentation chez les abeilles. Et c'est la raison pour laquelle il est si important de faire attention à notre hygiène émotionnelle et à se décharger des émotions bloquées dans notre corps et nettoyer ainsi nos propres traumatismes, mais aussi du coup ceux qui nous auraient été transmis par nos parents et bien avant par nos aïeux. On sait en effet aujourd'hui que les facteurs environnementaux vont exercer un rôle sur toutes les cellules. Les marques épigénétiques vont s'imprimer sur toutes nos cellules, qu'il s'agisse des cellules du corps qu'on appelle les cellules somatiques ou des cellules germinales, c'est-à-dire les cellules de la reproduction, les cellules mâles et femelles, les ovocytes et les spermatozoïdes, qui vont être transmis à la descendance. Alors, qu'est-ce qui est transmis d'une génération à l'autre? Quelle quantité d'informations? Il existe des débats. Certains disent que de nombreux éléments sont transmis, d'autres avancent que c'est plus subtil. Nous, en ce qui nous concerne, nous penchons vers la première hypothèse. Ce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont mangé, les toxiques auxquels ils ont été exposés, les expériences qu'ils ont vécues, les traumatismes qu'ils ont vécus, tout cela influence notre propre épigénome. En fait, il existe de nombreux facteurs dans l'environnement qui nous influencent tout au long de notre vie, que ce soit des facteurs traumatiques ou de stress vécus pendant l'enfance, on en a parlé, pendant notre vie adulte. Tous les traumatismes vécus pendant l'enfance ont des effets à long terme qui persistent non seulement chez la personne exposée, mais qui sont souvent transmis aux générations futures. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai prochainement de débuter un exercice très important. Il s'agit d'une véritable, entre guillemets, épicure émotionnelle. Les techniques de libération émotionnelle constituent une solution simple et efficace pour résoudre des problèmes ponctuels ou se libérer de souvenirs douloureux précis. Mais elles peuvent aussi servir en traitement de fond, c'est-à-dire comme une routine à utiliser au quotidien.
L'objectif sera alors de nettoyer le terrain afin que votre système énergétique fonctionne au mieux. Au fil des jours, vous éliminez tous les toxiques émotionnels qui peuvent l'encombrer. Les tensions, les non-dits, les frustrations, les colères, les injustices et même les traumas dont vous avez hérité. Car tous ces désagréments, même s'ils vous semblent sur le coup anodins, s'accumulent dans votre organisme et peuvent être la source de blocages et d'émotions inadaptées. Vous l'aurez compris, la clé pour une meilleure santé et une meilleure qualité de vie est de vous intéresser en profondeur à la gestion de vos émotions, d'en comprendre la complexité et les liens qu'elles établissent avec votre histoire et celle de vos ancêtres. Depuis notre enfance, nous apprenons à contrôler, maintenir, voire taire ou fuir nos émotions. Tout cela crée un monde où les émotions ne circulent pas librement, où la spontanéité est mise au placard. Pourtant, faire face, sortir les dossiers, traiter nos traumas et ceux de notre lignée est la meilleure solution pour apaiser ses émotions et vivre en paix avec soi-même. Il y a énormément à dire sur le sujet et d'ailleurs on y reviendra plus en détail lors de notre grande soirée où je vous retrouverai en direct mardi 23 mars à 20h30. Ce sera l'occasion de partager avec vous beaucoup d'informations à propos de vos émotions, de répondre aussi à vos questions en direct et de découvrir comment aller plus loin dans votre libération émotionnelle. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo diffusée à l'occasion de la semaine de la libération émotionnelle. Elle traitera cette fois du futur et des clés pour reprendre en main votre vie, booster vos projets et votre avenir en toute confiance.